Bon, aujourd'hui, je suis super content de recevoir un autre investisseur dans le fond, un hôtelier qui s'appelle Stanislas Warny. Stanislas, merci d'être venu ce matin. Merci. Je suis toujours ravi de partager mon job et mes passions. Donc, Surtout que toi, et une des raisons pourquoi on t'invite aujourd'hui, c'est que tu es un ovni, un autre. Et en fait, pourquoi tu es un ovni, on va y arriver. On va passer, je pense, les 45 prochaines minutes à comprendre en quoi tu essaies de repenser l'hôtellerie. Mais tu es un ovni parce qu'en fait, dans les écoles de commerce, dans les cours d'économie, on te parle toujours de synergie. Pourquoi il faut racheter des sociétés? Pourquoi il y a ce métier de fusion-acquisition? Parce que ça permet des synergies qui vont augmenter le chiffre d'affaires et augmenter l'EBITDA des boîtes. Et toi, j'ai pas l'impression que ça t'ait convaincu. C'est l'économie d'échelle que ça va générer les synergies. En concentrant, on devrait arriver à d'abord recruter des meilleurs profils parce que le projet est plus gros, donc tu arrives à choper des meilleurs directeurs. Tu arrives à avoir un pouvoir de négociation plus fort pour avoir des meilleurs prix, ainsi de suite. Oui, c'est vrai que c'est pas du tout la voie qu'on a choisi, moi et les investisseurs qui m'accompagnent dans mon métier. Donc effectivement, je suis hôtelier parisien. Ça veut dire quoi, hôtelier parisien? Hôtelier parisien, ça veut dire que tous les hôtels sont à Paris. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu es propriétaire et opérateur. Ouais, propriétaire, opérateur, président des sociétés hôtelières. Et donc, voilà, mon métier, 60% de mon temps, c'est d'être auprès de mes équipes dans les hôtels. Alors évidemment, je n'accueille pas les clients, mais je suis au plus près du métier. C'est aussi une des valeurs dont je vais parler. C'est que les décisions doivent se prendre là où le business se fait. Et donc, pour moi, c'est très important de pouvoir être près de mes hôtels. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont que à Paris, que je me concentre que sur la place parisienne. Tu peux te déplacer en quelques minutes. En scooter, en vélo, à pied. Avant qu'on rentre sur ce concept, dis-moi. Non, le point qui était important pour revenir sur ce concept effectivement de synergie, c'est que la force aujourd'hui la puissance d'un métier comme le nôtre, métier d'hôtellerie, un métier d'accueil, c'est l'humain. Voilà. Et moi, j'étais ravi de pouvoir venir partager un peu mon expérience parce que on est dans un ère absolument incroyable où l'intelligence artificielle va arriver. On nous parle de remplacement de l'humain, on nous parle de technologies qui doivent augmenter la productivité à des niveaux encore supérieurs, même si elle a déjà énormément augmenté. Et alors qu'au milieu de tout ça, on oublie que dans nos bis, c'est de l'humain. Alors moi, c'est très très fort dans mon métier, puisque effectivement, il faut qu'il y ait un réceptionniste qui dise bonjour. C'est ça la valeur de l'expérience. Mais ça, c'est parce que tu te positionnes haut de gamme. Parce que moi, on envoie des vidéos là avec des hôtels où il n'y a plus personne. Ouais, on envoie des vidéos, mais c'est de la commodities pure, voilà. Et c'est pas Non, c'est pas là où toi tu vas aller en parler, c'est pas l'image que tu vas véhiculer, c'est pas le. Mais c'est pas des meilleurs. Au final, toi, tu penses que sur ton positionnement, vu ton approche, tu as un rendement similaire. À ces boîtes qui font de la commodité. Quand tu vends de la commodité, si tu la vends où tu te sens mal, tu es déjà très fort. D'accord ? Parce qu'en fait, il y a rien que tu vas mettre en premium, toi, en tant que client. Tu vas avoir le dry du dry. Donc, tu vas te retrouver. 100 € la nuit ? 100 € la nuit, voilà. Donc, ça veut dire que tu vas te retrouver avec des taux de marge forcément écrasés par chiffre d'affaires. Si tu montes en 4 étoiles à Paris, tu es 240. 4 étoiles plus, 250, 260. C'est là où tu commences à avoir de l'espace et à avoir des marges qui sont additionnelles. Voilà. Moi, c'est transparent, je peux le dire. À Paris, quand tu gères très bien tes hôtels comme nous, on a des taux de marge autour de 45-55% sur les hôtels d'une capacité autour de 80 chambres. Tu vois, c'est la moyenne de mes hôtels. Les taux de marge, ça t'inclut quoi dans le... Tout. Voilà, je parle de BE, tout. Donc, c'est énorme. Ouais, c'est significatif. C'est parce que c'est bien opéré et on va revenir parce que toi, tu l'opères bottom-up quasiment. Exactement. Juste avant qu'on rentre là-dedans, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne sont pas forcément conscients de ça. En France, il y a une exception avec le propriétaire, le bailleur, l'opérateur dans les commerces. Est-ce que tu retrouves cette décomposition avec 3 interlocuteurs dans les hôtels ? Ouais. Il y a plusieurs manières d'investir dans l'hôtellerie. Tu peux acheter les murs et fonds, tu peux acheter que les murs, tu peux acheter que le fond. Et puis sinon, tu peux être aussi opérateur pur et donc avoir un mandat de gestion. Donc effectivement, il y a plein d'axes pour investir. Moi, nous, on est propriétaire murs et fonds, d'accord ? Donc, effectivement, mon métier d'hôtelier, il vient se compléter. Je parlais de 60% du temps, je suis dans mes hôtels. 40% du temps, j'organise, je
fais ce qu'on appelle de l'investment management. Donc, j'identifie des opportunités d'acquisition, je les finance, je les structure en dette, en equity. En equity, je monte des club deals de personnes physiques. Donc, tu vois, moi, j'ai investi dans votre fonds, mais j'ai des investisseurs qui ont fait un cash out sur leur projet personnel, entrepreneurial, et ils réinvestissent leur cash out dans l'hôtellerie. Chez moi. Donc ça, c'est une partie des clients que j'accompagne dans l'hôtellerie. Et puis une fois qu'on a acheté l'actif ensemble, parce que moi je co-investis toujours, là effectivement je le gère et j'accompagne cette gestion. Voilà. Donc nous c'est le l'angle qu'on a choisi. Effectivement, après tu peux investir de manière très différente. Et souvent, dans tous les cas, tu as besoin d'un opérateur. Et c'est là où on parle des accords, c'est là où on parle, ou même à Paris, des sociétés hôtelières comme Centaurus, comme Onotel, qui sont des gestionnaires que je mets un peu dans la catégorie traditionnelle, parce que eux, effectivement, ils considèrent que pour être performant, il faut centraliser. Voilà. Et donc moi, le mot très fort chez nous, c'est ce qu'on appelle la décentralisation. Voilà. On va y revenir, parce que tu innoves même là-dedans avec de la quasi blockchain. Mais ça sera pour la deuxième partie du podcast, mais assez fascinant. Donc toi, en fait, tu arrives, tu dis à tes investisseurs, tu dis, voilà, moi, je vais acheter les murs, je vais opérer parce que je sais opérer. On n'en a pas parlé, mais toi, aujourd'hui, tu as 42 ans. Ouais, un peu plus, 45. 45, bon, merci. Ah oui, c'est 45 ans. Tu as vécu une expérience dans l'entrepreneuriat digital, en fait. Ouais. Et tu as essayé un peu d'apporter ce savoir-faire. Ouais. Toi, tu dis à ces investisseurs, moi, j'achète le bien, je l'opère, et c'est comme ça qu'on aura le meilleur rendement. Oui. À 200%, si tu veux, je l'ai dit un peu avant, la valeur, elle est créée là où il y a l'échange commercial. L'échange commercial, c'est dans l'hôtel. Pour augmenter ma top line, dans l'hôtellerie, c'est un métier de gestionnaire. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ton actif, il est positionné là où il est, tu as le nombre de chambres que tu as, tu vas pas le changer. Donc, si tu veux augmenter ta top line, c'est pas de la croissance externe, c'est pas des choses comme ça. Parce que ton hôtel, l'objet, il est fixé. Donc, c'est un métier de gestionnaire. Donc, comment j'augmente un peu mon chiffre d'affaires? Je peux quand même. Je fais un peu de travaux, évidemment. Je mets des technologies modernes. On parle du yield revenue management, donc un petit peu d'AI ou d'algorithme pour changer les prix. Eux, ils sont morts, mais bon, il y a des remplaçants maintenant. Mais ça a été racheté par Hôtel. Par Booking. Effectivement, maintenant, il y a des remplaçants, donc tu mets un peu de techno dans ton métier, mais surtout, tu mets de l'expérience client, d'accord? Parce que moi, je peux te dire que la différence... Chez toi, il n'y a pas de marque, en fait. Non, il n'y a pas de marque. Il n'y a pas stanislaswarnyhotels.com. Ouais. Il n'y a pas de marque. Et donc, en fait, tu arrives et tout ce que tu me dis, là, j'ai l'impression que tu peux créer des synergies. On dit, ah tiens, ça, c'est un hôtel Stanislas Warny. Ok, je vais y aller. Ouais. Là, en fait, on ne sait même pas que c'est toi qui opère cet hôtel. Oui, mais parce qu'on s'en fout de Stanislas Warny. Ce qu'on veut, c'est la localisation. Ce qu'on veut, c'est le produit spécifique. Une fois, je suis avec ma femme. Une fois, je suis au boulot. Je ne choisirai pas le même hôtel, même si je vais dans la même ville. Donc, l'offre est assez importante. L'important, c'est que quand j'ai choisi cet endroit-là, la note et l'expérience que les autres ont exprimée est importante. Donc nous, ça, c'est une manière d'augmenter. Donc là, on commence déjà à voir que c'est le personnel qui fait la différence. Que moi, je peux te dire très scientifiquement, un hôtel qui est 8.7 sur Booking, il performe nettement moins qu'un hôtel qui est 8.8, 8.9. Ça se joue à 0,1. Ah ouais. La note, c'est crucial. 80% du service. D'accord ? On peut dire ce qu'on... Alors évidemment, c'est un hôtel. Une bonne note, c'est 8. 8, 8, 9. Les très bonnes notes. Faut pas être en dessous de 8, 8. En dessous de 8, 7, c'est compliqué. Tu vois une vraie différence. Donc ça se joue. Tu vois même une vraie différence dans ton chiffre d'affaires, mais dans la qualité de l'hôtel. C'est pas juste des notes. Les notes, il y a du vrai, il y a du concret dans les notes. Souvent, les gens râlent. Non, bien sûr, il y a du concret. Les restaurants, ils râlent, par exemple. Non, mais il y a toujours le mal luné qui te met une mauvaise note parce que tu lui as envoyé sa facture par mail alors qu'il la voulait par papier. Et voilà. Mais ça se rattrape, ça ? Mais oui, ça se rattrape, bien sûr, ça se rattrape par du volume. Si on a toujours un couillon sur 100. Si tu as un couillon sur 1000, c'est moins impactant. Mais ça se rattrape pas dans le sens où... Ça peut se rattraper genre sur la note Booking. Ouais. Genre, tu t'appelles le gars, tu dis non, mais je t'envoie, désolé, enlève ta note. T'as pas le droit. Si, tu as le droit. Écoute, nous, on le fait pas parce que on préfère se concentrer à acquérir plus de notes plutôt qu'à rattraper les accidents ou voilà. C'est beaucoup plus facile d'augmenter son taux de captage de notes. Tu vois, mes hôtels, ils font 12% des clients laissent des notes dans mes hôtels, ce qui est une bonne stat. Et ça, c'est une stat que tu suis ? Oui, beaucoup, énormément. C'est fondamental. Parce que pour augmenter ma top line, j'ai besoin de ça. Donc là, tu as commencé déjà à comprendre que c'est le people la clé dans mon business, sur la top line, en fait, au fond, une fois que tu as fait des choses basiques.
quand tu regardes après la structure de coût, comme la plupart des boîtes dans lesquelles vous investissez, ma structure de coût, c'est donc sur 100 de mes coûts, je vais avoir 60, et peut-être moins moi dans mon secteur, mais moi c'est 60% de mes coûts, c'est le people. People, ouais. Donc, charger tout. Ouais, charger tout. C'est énorme, non, par rapport quand on parle d'innovation dans mon secteur, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, et je suis ravi de pouvoir le crier sur le toit de ton podcast, c'est que il faut innover au niveau du management, voilà, au niveau des people. C'est là où tu vas créer le plus de valeur. Pas forcément pour réduire le nombre de gens, mais évidemment pour pouvoir qu'ils soient le plus heureux dans leur travail, c'est con, mais bien, donc bien outillés avec des outils, qu'ils aient une bonne vision de là où tu vas, d'accord ? Donc les bons outils, la bonne vision, et après, que tu arrives à faire naître, à faire exprimer la passion qu'on a dans notre secteur à nous, qui est très fort dans l'hôtellerie. Et quand tu mets ces trois choses en parallèle, tu parlais un peu de mon expérience startup, c'est exactement ce que j'avais dans ma startup. Donc j'ai monté une plateforme d'enchères dans l'immobilier. Après mes 10 ans chez Morgan Stanley, j'ai démissionné un peu du jour au lendemain. Je veux me lancer, je veux faire un job dans lequel je vais être acteur. Je monte cette start-up. C'était une solution en SaaS qu'on vendait aux agents immobiliers. Là aussi, un métier traditionnel que j'avais envie de secouer un peu. Et je monte une équipe d'une dizaine de personnes. La force de cette équipe, on était 7-8. On avait une vision très forte, transformer un secteur. On avait les outils SaaS que tout le monde connaît, si tu veux, mais qui digitalisent tes process, qui permettent de la communication, de la fluidité, rendent plus productif. Et en fait, ces trois ingrédients, c'est les ingrédients que tu vas retrouver dans toutes les startups. Et que quand tu vois mes métiers traditionnels, quand j'arrive dans l'hôtellerie après Imoxo, je vois pareil dans mon hôtel, 7-8 personnes, passionnés quand même par leur job, zéro outil, et je me dis, maintenant, à partir de maintenant, tous mes hôtels doivent être des startups. Ouais. Et donc j'ai commencé à startupiser mes hôtels. Et c'est un peu plus qu'un mot, startupiser, c'est un état d'esprit, si tu veux. Tu les as associés au capital de chaque projet ? Non, il n'y a pas l'association capital. capital. C'est pas ce qu'ils recherchaient. Alors, c'est intéressant et on va peut-être y revenir quand on parlera de la DAO et du côté blockchain, parce que le token a comme vrai objectif de cristalliser la valeur que peut créer une DAO, mais on va y revenir. Mais dans l'hôtellerie, c'est un petit peu plus compliqué. Donc oui, ils sont incentivés très clairement à leur performance, mais plus avec des mécanismes qu'on retrouve classiquement de type bonus, de directeur, tu vois. Parce qu'en fait, la valeur de l'actif est déjà très significative. C'est pas comme dans une start-up où tu peux filer des BSPCE parce qu'il va y avoir une augmentation de la valeur. Moi, un hôtel, une fois de plus, c'est un objet qui est fini. La taille est finie, donc la croissance n'est pas finie et la valeur existe déjà. Une belle upside, c'est x2 sur 7 ans. Et donc, tu as déjà un prix à l'entrée qui est très cher. Ouais, mais si on est aussi un peu transparent, ou alors moi je suis plutôt mes investisseurs, comme je t'en ai parlé, sont plutôt patrimoniales, d'accord, puisque c'est souvent soit de la transmission, soit du cash out à réinvestir, d'accord. Donc ils ne souhaitent pas prendre un niveau de risque trop important, sinon d'ailleurs ils iraient plus chez toi que chez moi. Voilà, donc s'ils investissent dans l'hôtellerie, c'est qu'ils cherchent un petit peu plus de sécurité. C'est ce qu'on a en achetant des murs d'hôtel et des fonds de commerce. Donc les rendements sont forcément inférieurs, mais oui, nous on est sur des détentions de 7-8 ans, donc tu peux facilement arriver à un 7, un 8, un 9. J'ai des belles opérations qui font x3, donc voilà. Est-ce que tu disais que c'était un prix à l'entrée ? Oui, la start-up, elle vaut 0 le premier jour, voilà. Elle espère valoir 500 millions 10 ans plus tard. L'hôtel, il vaut 50. Donc tu peux créer des mécanismes d'incentive très forts, voilà. Ce qui est un petit peu moins vrai chez nous. Donc on revient sur ta recette de succès, donc c'est vraiment people. Donc toi, tu as rajouté ce côté techno. Juste, dernière question, et sur la rémunération, aujourd'hui, il y a un grand débat en ce moment sur le coût du travail en France, sur est-ce qu'on doit encore augmenter les impôts, les charges salariales, supprimer les exonérations de charges patronales, charges salariales, etc. Dans ton secteur, vous êtes traité d'une manière différente ou non, ça pèse quand même Non, alors sans faire de politique. Hein. Non, on n'est pas du tout traité d'une manière différente. On a un secteur très important pour l'économie française puisqu'on représente 8% du PIB. Donc, c'est un secteur qui est identifié. C'est une des forces de la France. On l'a vu avec les Jeux Olympiques encore plus. Donc, on a un pays qui rayonne, c'est important. Non, on a une branche très forte, donc un secteur dans lequel la représentation des salariés est très forte. Et s'exprime beaucoup. On a des revalorisations de branches assez importantes souvent, mais on est pour, et même nous en tant que ou dans les syndicats d'hôteliers, on accompagne ce mouvement parce que c'est un métier pas facile, voilà.
être au contact de l'humain 24/24. Tu sais, je vois plein d'entrepreneurs quand ils viennent me parler de leur projet, pitcher leur boîte. J'ai l'impression qu'ils se détournent de l'humain parce que c'est tellement plus facile de s'occuper d'une machine ou d'un robot, d'être juste derrière son ordinateur. Être derrière la personne, s'adapter à chaque fois, tous les jours, sur les 10, 20, 30 check-in ou expériences que tu vas avoir au bar, machin. C'est un métier extrêmement dur. C'est un métier qui te demande de ta personne, qui te mange ton énergie. Et donc non, on a fortement envie de le soutenir. Et moi, je continue à chercher des nouveaux modes de management dans l'hôtellerie. Donc, tu vois, m'affranchir totalement de cette verticalité qu'on avait dans l'hôtellerie. Quand je suis arrivé dans mon premier hôtel, on vous voyait le directeur. Tu vois, pour donner des exemples. Ouais. Donc, aujourd'hui, je suis dans mes hôtels, c'est des modèles totalement horizontaux. D'accord ? C'est-à-dire que je vais avoir 3 personnes à la tête de mes hôtels. Les acronymes que tu connais, CSO, CO, CMO, d'accord, qu'on trouve dans les startups. Ça dans chacun de mes hôtels. T'as un CMO pour chaque hôtel, en fait. Ouais, j'ai un CMO pour chaque hôtel, j'ai un CO pour chaque hôtel, j'ai un CSO pour chaque hôtel. Et chacun d'eux porte leur hôtel. Mes hôtels font en moyenne un chiffre d'affaires 3-4 millions, tu vois. Donc, c'est des grosses boîtes, hein, c'est de très grosses boîtes. Donc, leur job est extrêmement impactant. Leurs décisions ont évidemment du poids et sont à contrôler. Hein, parce que tout de suite, quand on me parle de mon modèle décentralisé, donc moi, tout seul, mais 10 hôtels, 3 directeurs par hôtel, c'est-à-dire que moi, je dois interagir avec une trentaine de personnes. On me dit, mais comment tu fais pour gérer tout ça ? Ouais. Évidemment, la techno déployée dans les hôtels. Moi, je remonte tout ça à travers les API et j'ai un système développé en interne qui me permet de savoir exactement ce qui se passe tout le temps. D'accord ? Ça fait partie du deal. Je vous donne du contrôle et du pouvoir, de la responsabilité. En échange de ça, je veux savoir absolument tout ce qui se passe. Et puis après, Et qu'on soit très clair, ouais. Parce que je pense que pour que les auditeurs, dans ce cas, au-dessus de ces 10 x 3 directeurs, donc c'est 30 directeurs, il n'y a que toi. Enfin, au-dessus, c'est pas au-dessus, mais t'as personne. Si, que moi, faut dire. Si, au-dessus. Moi, je suis leur employeur. Au-dessus. Il y a pas en fait, ce que je pense que les gens. Il n'y a pas de siège. Tu es tout seul. Je suis tout seul. Tu es tout seul et tu as ces 10 hôtels. Ouais. Avec. Il y a combien d'employés dans chaque hôtel ou collaborateurs ? Écoute, on est en moyenne une vingtaine, voilà. Tu gères 200 personnes ? Ouais, j'ai 270 salariés, ouais. Et le headquarter, c'est toi ? Et le headquarter, c'est moi. Et donc ton bureau, il est où ? Mon bureau est dans le centre de Paris. Comme ça, en vélo, je peux être partout facilement. Mais donc, dans ton bureau, tu as une pièce ? Ouais, non, dans mon bureau, j'ai une pièce. Mais mon bureau, c'est les hôtels, si tu veux. C'est ça. Voilà, exactement. On est toujours à droite, à gauche, au plus près des équipes. Et j'ai pas vraiment besoin de bureau. Voilà, j'ai, entre guillemets, inventé le télétravail avant que tout le monde s'y mette. Mais cette dimension de se dire... Même sur des business avec autant de valeur, 3 millions de chiffre d'affaires, autant de people, autant de problématiques, parce qu'un hôtel, c'est une entreprise en tant que telle. Il y a du marketing, il y a du sales, il y a toutes les composantes, il y a de la compta, il y a toutes les composantes. Il y a du réglementaire, extrêmement t'as même pas un expert comptable ? Enfin, t'as le même expert comptable ? Ouais, non, l'expertise comptable, ça, c'est en dehors du business. Ouais, tu vois, toujours, pour produire tes comptes, tu fais du... Par contre, le contrôle de gestion, ça, c'est fait en interne. C'est-à-dire, tous les mois, savoir où est-ce que j'en ai, mon revenu, mes coûts, est-ce que c'est en ligne avec mes budgets, est-ce que j'ai bien payé mes factures, tout ça. Ouais, le manager Intel, il connaît pas le chiffre d'affaires. Ouais, quoi, tu dois faire un peu de benchmarking. Ah non, mon manager, il connaît tout. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il connaît le chiffre d'affaires d'un hôtel, d'un autre de tes hôtels ? Ouais, là, on a une dimension communautaire, d'accord, puisqu'on partage les mêmes valeurs, on partage la même philosophie, on partage les mêmes outils que moi j'impose dans les hôtels pour pouvoir être en contrôle de ce qui se passe. Donc, on partage les choses. Et donc, on appelle ça la communauté. Tu vois, entre eux, ils s'appellent les cousins, quoi. Voilà. Donc, évidemment, souvent, ils se parlent et ils échangent. Mais une fois que donc, tu as dit, j'ai mis des gens... Comme je dis, des gens qui n'en veulent, d'accord ? C'est mes officers, c'est-à-dire qui sont investis, qui ont envie de grandir, qui ont envie de se développer. Tu leur as donné les responsabilités. Une fois que tu as mis la couche d'outils, une fois que tu as posé la vision chez nous, c'est assez basiquement un budget. C'est-à-dire, OK, voilà ce qu'on va faire, voilà comment on veut se positionner, voilà le type de service, voilà la note qu'on veut obtenir. Ça, c'est notre vision. C'est un peu plus simple que dans des métiers d'innovation pure. Ouais, mais KPI, voilà, la vision. Ça aujourd'hui, avec... le monde, comment il évolue, avec les attentes des salariés, je veux dire, les attentes des humains aujourd'hui, qui ont vachement évolué, ça fonctionne et ça fonctionne très très bien. Et c'est pour revenir sur ton point de la centralisation, ça crée plus de valeur d'être décentralisé, je le démontre tous les jours depuis 5 ans, que de centraliser, d'enlever le pouvoir dans les hôtels, de le remonter dans un siège, si tu veux,
grâce à ce pouvoir que tu as remonté et cette masse que tu as créée, embaucher des gens qui vont venir chez toi parce que tu as une plus grosse masse, donc waouh, j'ai un job, je contrôle 10 hôtels, je fais les ventes dans 10 hôtels, et de centraliser ça, de payer des gens plus cher, mais d'appauvrir les métiers d'en dessous. Voilà. Moi, mon job, c'est toujours de se dire comment je peux renchérir la qualité, améliorer la qualité, créer des jobs de plus en plus intéressants, de plus en plus bas. Et je le fais même au niveau des gouvernantes. Tu vois. Il y a des hôtels qui, les gouvernantes, elles ne regardent pas les chiffres. Moi, j'apprends mes gouvernantes à lire des KPI, à regarder la productivité de leur équipe, à travailler sur le timing des femmes de chambre dans le temps qu'elles font, à descendre les décisions le plus près du terrain. Ma conviction, c'est une des philosophies qu'on essaie de beaucoup diffuser, qu'on retrouve beaucoup dans le lean management, d'accord, on appelle ça le gemba. Le gemba, c'est le lieu où ça se passe en japonais. Et ça, c'est notre focus permanent. Notre job, c'est que la décision, elle soit prise à l'endroit où la chose se passe. Voilà. Et ça, c'est fascinant de t'entendre parler de ce style de management. Ça devient d'où ? Est-ce que c'est cette passion, décentralisation ? Enfin, comment tu nous as parlé très rapidement, tu as fait 10 ans chez Morgan Stanley avant de te lancer en tant qu'entrepreneur. Ouais. Où est-ce que tu t'es dit, tiens, en fait, parce que Morgan Stanley, tu as dû être biberonné il faut qu'on rachète cet hôtel, on les met ensemble, on les met sur hotels.com, on embauche le meilleur CMO, l'ancien gars qui était chez Accor. Ça devient d'où ? D'abord, ça vient. Je pense qu'il y a des valeurs, quand même, de base. Ça, c'est quoi ? C'est toi, humain, familial Oui, les valeurs humaines. J'ai envie de dire les valeurs de bienveillance, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on fait d'abord. Quand on est entrepreneur, je pense, moi, ma plus grande joie, c'est les réussites de mes officers, c'est les réussites de mes collaborateurs. C'est de les voir grandir, les voir changer, même les voir partir de chez moi et prendre la direction de grands hôtels. Voilà. Je raconte souvent l'histoire de Ava, que je salue. Quand je suis arrivé, elle était alternante. Elle est passée réceptionniste, elle est passée directrice d'hôtel, elle a fait COO, CSO. Maintenant, elle dirige le Monte Cristo, qui n'est pas un de mes hôtels, qui est un superbe hôtel de 5 étoiles dans le 4e, qui appartient à mes amis, je vous invite d'aller voir. Et elle est directrice là-bas, elle est parfaitement heureuse et elle fait une carrière éblouissante. Pour moi, c'est mes plus grandes satisfactions. Donc, quand ton moteur déjà à toi, c'est de faire grandir les gens, c'est une grande force. Et il n'y a pas un seul entrepreneur que tu vas rencontrer quand tu vas investir dans une boîte. Les trucs que tu vas regarder, c'est l'équipe. Tu vas regarder l'équipe dirigeante, mais tu vas regarder si l'équipe dirigeante, elle a aussi été capable d'entraîner une dynamique avec elle. D'accord ? Ouais, alors tu sais qu'aujourd'hui, les fonds de VC, souvent, ils jugent les entrepreneurs dans leur capacité, pas forcément à faire grandir les gens, mais à recruter des gens plus compétents pour le moment X. Ouais. Qui est un peu à l'encontre de ce que tu fais dans l'hôtellerie. Ouais. Et c'est marrant, parce que peut-être que notre approche est un peu plus permissive que la tienne. Je sais pas si c'est... Ensuite, on parle de... Il faut qu'on fasse monter le chiffre d'affaires de 0 à 4, à 50, à 250. Oui, et que les fondateurs n'ont pas forcément toutes les compétences pour faire ça, parce qu'on n'a pas le temps que te développer personnellement n'est pas le temps de la vie de l'entreprise. On est d'accord. Et moi, j'ai pas cette problématique. Par contre, pour que les fondateurs puissent faire ça, s'ils n'ont pas créé le terreau, c'est-à-dire juste les jobs intéressants, l'organisation intéressante, on va dire les raisons du succès, les ferments du raison du succès, ils viendront pas faire venir ces gens. Donc, t'as quand même la même problématique que moi. C'est-à-dire que moi, je dois trouver une solution pour que dans mon organisation, j'attire. Et on me dit souvent, quand j'ai des investisseurs qui regardent un peu ma manière de travailler, ils sont un peu forcément étonnés. Donc, t'as raison, je pense que je mérite presque le titre d'OVNI, parce qu'il n'y a pas vraiment dans l'hôtellerie qui fait ça. Ils me disent, mais t'as pas un problème de recrutement. Tout le monde parle du problème de recrutement dans l'hôtellerie, tu vois. Comment tu recrutes ? Non, j'ai pas de problème de recrutement parce que mes jobs ils sont intéressants, voilà. Et tu recrutes comment ? Est-ce que ça fonctionne à référencement ? Oui, c'est des métiers assez, c'est des biais, solutions assez classiques. On a des sites spécialisés dans l'hôtellerie, on a du cooptation, évidemment. Mais ça marche, le parrainage, parce que il y a beaucoup d'hôtellerie. C'est marrant parce que le parrainage, il y en a dans la tech. Ouais. Dans l'hôtellerie, dans le modèle un peu centralisé, j'ai envie de dire, celui du en haut, il dit non, mais je vais pas faire confiance à celui du bas. En fait, j'ai mes copains chez Indeed. En fait, le parrainage, ça fonctionne quand tu as un volume important de recrutement, quand tu as centralisé. Plus tu centralises, moins il y a de postes intéressants. Moi, j'en ai une dizaine. Donc, en fait, j'ai souvent des offres. Quasiment tout le temps, je recrute un officer, si tu veux. Donc, il y a un flux, il y a une dynamique, et donc le parrainage, à ce moment-là, ça fonctionne. Parrainer, mais quand tu as le job qui va apparaître une fois tous les 4-5 ans, parce qu'il n'y a qu'un seul job sur les 10, une fois que tu as centralisé, si tu veux, tu te retrouves avec un seul directeur des ventes. Le mec, une fois qu'il va avoir son job, il ne bougera plus jamais. Ouais. Moi, si tu veux, ça tourne.
mes officers, ils passent d'un job à l'autre. Et donc non, le recrutement, j'ai pas de problème. Évidemment, je paie correctement. Voilà. T'arrives à mieux rémunérer ? Oui, j'arrive à mieux rémunérer. Oui, j'arrive à mieux rémunérer parce que je pense que donner un peu des benchmarks, des chiffres, mais une société comme Accor, tu vois, les contrats de management de chez Accor, c'est 10% du chiffre d'affaires, donc ils prennent à l'hôtel pour gérer l'hôtel à la place du propriétaire. Les acteurs locaux, ils sont plutôt à 8, 10, voilà, okay. 8% du chiffre d'affaires, avec souvent des mécaniques, chiffre d'affaires et JOP, BE. C'est quoi JOP BE ? Gross operating profit. Voilà. Okay. Mais donc ça veut dire que tu as des bureaux à payer, tu vois. Ça veut dire que tu as les frais d'une structure en plus. Donc en fait, tu viens quand même un petit peu alourdir. Donc oui, moi tout ça là, c'est autant que je peux rebasculer. Et tu vois, peux repartager. Ouais. Mon investisseur, il vient, il a le choix entre moi où il va payer. Alors moi, Stanislas, président, mon salaire. Et puis après, il paye personne d'autre. Tout le reste de l'argent, le produit, ça va dans l'hôtel, dans son actif. Quand tu as une société externalisée qui gère pour ton compte, bah, tu ne paies pas Stanislas. Par contre, tu payes, tu dois prendre 8% de ton chiffre d'affaires que tu dois mettre à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il te prend ces 8%, pas pour mettre les compétences clés à ta boîte chez toi, mais pour les mettre chez lui. Et donc, quelque part, il aliène la valeur de ton business, de ton fonds de commerce. Voilà. Moi, je lutte contre ça, je lutte contre cette financiarisation, et c'est pour ça que c'était ton intro, franchement, c'était bien intéressant de dire, ça a été une immense tendance que pour créer de la valeur, il fallait faire du build-up. C'est encore une tendance. Je ne dis pas que le build-up n'a pas d'avenir. Hein. Évidemment, tu as de nombreux scénarios dans le commerce, dans la santé. Il y a beaucoup de build-up dans la santé aujourd'hui, sur lequel il y a un impact. Mais tu dois le faire toujours en maintenant un sens dans le métier qui est fait au day-to-day. Je prends l'exemple des radiologues. Les radiologues, le build-up a vachement de sens parce que je vais lui enlever l'admin, je vais lui enlever les trucs qu'il enlève du job, mais il va continuer à avoir ses clients, il va être plus serein quand il va avoir ses clients. Là, c'est ce que tu essaies d'apporter dans notre métier, le build-up qu'on a fait, c'était enlever les jobs intéressants et les mettre autre part. Non, mais laissez-moi mon job intéressant. Moi, réceptionniste, j'aime l'hôtellerie, j'aime les clients, j'ai envie d'apprendre comment marche un hôtel, laissez-moi le faire. Et donc, tu as un churn. Et donc, donc, dans ta démarche, si tu centralises, tu vas avoir un churn plus fort, tu vas avoir des coûts plus forts. Enfin, donc, tu économises peut-être en haut et encore non. Et tu as des coûts plus forts derrière, parce qu'il faut les re-entraîner, les gens sont pas... Il faut les recruter. Les collaborateurs sont pas contents, donc Donc tu as des mauvaises notes. Exactement. Et ainsi de suite. C'est un peu un cercle vicieux. Et ce parallèle, là on parle évidemment que de l'hôtellerie, parce que moi c'est mon métier principalement, mais c'est vrai dans énormément de métiers, et on a beaucoup de... Pour moi, dans tous les métiers, le people. Donc quand on peut remettre la décision plus près de là où l'action se fait, ou là où il y a l'interaction avec le client, faites-le. Est-ce que... Quand je t'entends, je sens que c'est profond chez toi, cette volonté de donner du sens à leur travail aux collaborateurs, de les faire grandir, ce côté un peu horizontal. Est-ce que toi, il y a quelqu'un qui t'a donné ta chance dans ta vie pro et ça t'a inspiré ou... Oui. J'ai une... En fait, moi, très mauvais à l'école. Je ne vais pas refaire ma vie, mais l'école, c'était pas mon truc. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer ma femme qui m'a dit faut qu'on parte en Italie. L'Italie, c'est exceptionnel. J'avais 25 ans à l'époque et je pars en Italie. Et c'est vrai que c'est dans ce pays que j'ai commencé à trouver à sentir ou à percevoir, même si je l'ai compris beaucoup plus tard, les ferments de d'abord faire confiance avant qu'on ait acquis ma confiance. Tu vois. Et c'est la question. Il y a quelqu'un qui arrive, tu lui dis. C'est très ça dans les boîtes. Moi, chez Morgan Stanley, où j'ai passé 10 ans, c'est très hiérarchique, très vertical. Pour passer d'étape en étape, pour qu'on te donne la confiance de faire quelque chose de plus, et c'était à toi de démontrer. Donc, t'es analyste, t'es associé, t'es VP, t'es ED. Moi, je suis parti à ce moment-là, parce qu'au bout d'un moment, j'en avais marre. Mais, tu vois, c'est cette dimension de donne avant que moi, je te donne. Et en fait, quand j'avais commencé en Italie, donc c'était avant Morgan Stanley, j'ai passé 3 ans chez Pirelli Real Estate, où j'étais un promoteur résidentiel, je m'occupais du développement international. Je ne savais rien faire, rien du tout. Et c'est le cas de beaucoup des gens qui arrivent chez moi. Et on m'a donné la confiance, on m'a donné les responsabilités, on m'a donné les moyens de réussir et on m'a accompagné. Et c'est là où
C'est propre à la culture italienne ou c'est propre à l'entreprise dans laquelle tu étais? Je pense que c'est pas loin de la culture italienne, parce qu'il y a une culture, tu sais, il y a une culture très... la majorité des... Quoi, beaucoup de grandes business, beaucoup d'ETI sont des ETI familiales, d'accord? Donc avec une proximité avec les équipes, une proximité avec les gens, pas du tout cette dimension de si lui il n'est pas bien, je prends quelqu'un d'autre. Il y a cette dimension d'investissement et de long terme. Donc je pense que c'est quand même assez lié à la culture italienne. Et je salue Salvatore qui était donc un peu mon mentor à cette époque-là, qui est lui napolitain, donc vraiment pour le coup qui est les toujours routes, à la tête de Pirelli. Alors, il n'était pas à la tête de Pirelli à l'époque. Non, lui, il est parti depuis. Okay. Mais non, nous, on était un petit département. Mais si tu veux, cette confiance qu'on vient te donner parce qu'on te met en position, et si tu veux, cet inversement des rôles, je reviens sur mes 30 officers. Si moi, je devais tirer mes 30 officers, être leur boss, être leur manager, et les tirer vers le haut, c'est impossible. Personne n'a 30 gars en dessous de toi. Ça ne fonctionne pas. Donc, ça ne peut marcher que si toi, tu as inversé le truc et que tu es là pour les pousser. Pousser 30 personnes, c'est possible. Tu vois, hop, là, je te fais monter. Là, là-dessus, tu es un petit peu faible, je te fais monter. Tirer, pas possible. Pousser, c'est possible. Et en Italie, c'est là où j'ai commencé à voir ce mode de management de je te mets une organisation, et pareil, je te donne des outils, je te donne une vision, je te donne évidemment l'environnement agréable et le salaire qui va bien. Et avec ça, tu prends, tu l'emmènes. Et moi, je t'aide à pousser. Voilà. Donc, c'est ça le point de départ. C'est sûr que chez Morgan Stanley, j'ai connu vraiment autre chose. Ouais. Écoute, c'est fascinant parce que je pense qu'on parle très peu. Enfin, tu sais, même dans mon monde du venture capital, on investit où? France, Allemagne, Angleterre. L'Italie et l'Espagne, on regarde ça un peu avec dédain, peut-être à tort. Hein. En techno, j'en sais rien. La question que je pense naturellement avoir quand tu parles culture italienne, 10 hôtels, 30 officers, est-ce que c'est scalable en fait? Donc, est-ce qu'en fait, oui, ton modèle, il est bien. Mais dans l'école de commerce, on te parle de gérer des boîtes qui font 500 millions, 1 milliard de chiffre d'affaires, etc. Ouais. Est-ce qu'en fait, ton modèle a une limite où tu penses que non, il peut se répéter avec 20 hôtels, 100 hôtels? Tu te vois demain gérer 50 hôtels comme ça? Non, oui, alors je pense pas que c'est une limite, tu vois. Et je vais faire un très bon parallèle. Quelqu'un qui a fait ça dans un autre secteur, parce que c'est assez proche en fait, ça s'appelle IAD. Tu connais forcément IAD, réseau mandataire dans l'hôtellerie. Boîte immensément successful, métier traditionnel, agent immobilier. D'habitude, on allait chez Orpi et puis on allait dans une agence et puis tu gravissais les échelons. Et puis ils sont arrivés en disant non, la valeur, c'est la relation avec le client qui vient apporter son mandat. Et donc, l'avènement des réseaux mandataires. Les réseaux mandataires, donc on lui avait fait le même point, je pense. Et en fait, il a construit un système de recommandation. Et donc, au bout d'un certain temps, un mandataire du réseau peut encadrer d'autres mandataires. Et donc, il se retrouve pareil dans cette même situation, à leur donner les clés du business, les 3 composantes que j'ai données, et à les accompagner et à les pousser pour fonctionner. Donc, non. Et aujourd'hui, je ne connais pas les chiffres d'IAD, mais c'est un des leaders de la transaction française. Ils n'ont pas eu de problème de scalabilité. Et le chiffre d'affaires, il se compte évidemment en centaines de millions. Voilà. Ouais, donc non, je ne pense pas du tout qu'il y ait un problème à la scalabilité. Et on n'en a pas parlé, parce que je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais je voulais, tu as un petit peu évoqué la blockchain. Donc, non, mais j'allais dire, les 3 composantes, là, passons un peu sur la techno, parce que je pense que les blockchain fanatiques, là, ils attendent depuis 35 minutes qu'on leur parle de blockchain. Putain, ils vont être super déçus. Ils vont être super déçus. Raconte un petit peu ce volet techno. En fait, aujourd'hui, c'est parce que j'entends ton modèle, il est scalable. Aujourd'hui, quelqu'un t'écoute, dit, en fait, je vais faire comme Stanislas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas si facile de faire comme Stanislas et que t'as c'est facile. C'est facile. J'adore. C'est facile. Il faut y aller, il faut le vouloir, sur la techno. Il faut croire. Alors, sur la techno, quand tu vois, moi, je parlais un peu de chiffres. Alors, je fais pas plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires, mais je fais quand même 60 millions de chiffres d'affaires. Je gère, en valeur d'actifs, ça représente quand même 500 millions d'euros, donc c'est significatif. J'ai près de 1000 chambres d'hôtel en France, donc voilà, il y en a 80 000, donc tu vois, c'est un pourcentage. Donc, on parle quand même de choses importantes. Pour gérer tous les risques associés à une activité de cette taille-là, évidemment, la maîtrise, j'ai envie de dire au sens large, de la data est clé. D'accord ? Donc, un savoir-faire technologique
que j'ai, c'est cette maîtrise de la data, d'accord. Donc je suis accompagné là-dessus par une boîte qui s'appelle Oversight, d'accord, dont le métier c'est les 3 savoir-faire, c'est data management, knowledge management et BPM, business process management. Donc sur le data management, c'est se connecter aux outils métiers qui sont aujourd'hui tous en API dans n'importe quelle boîte. Moi, c'est vrai, j'impose mes outils API ouverts en API dans les hôtels. J'ai beaucoup d'hôtels qui ne sont pas le cas, mais dans n'importe quelle des boîtes dans lesquelles tu investis, ce sera le cas. Je remonte la data et je sais donc tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, avoir une vision en temps réel sur une activité même qui est loin de toi, même si je suis à Paris, j'y suis pas tous les jours day to day, je ne vérifie pas chaque réservation, chaque facture, chaque paiement. Voilà. C'est possible aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça que le modèle qui est le mien aujourd'hui est un modèle qui, j'en suis convaincu, va se répandre. J'en suis convaincu. Parce qu'avant, c'était peut-être pas possible. La technologie aujourd'hui permet que ce soit possible. J'entendais un de mes... Quoi, permet depuis 10 ans ? Ouais, permet depuis 10 ans, mais ça s'est encore accéléré peut-être 10 ans dans la tech. Parce qu'évidemment, il y a 10 ans, quand j'ai monté Imoxo, ça commençait à arriver, les API. Aujourd'hui, maintenant, c'est pas arrivé, c'est un must, c'est 100%. T'es obligé. T'es obligé parce que la data, aujourd'hui, demain, c'est le fuel de l'AI. Donc, s'il n'y a pas une boîte qui a commencé à faire son virage data, je m'inquiète pour elle, quoi. Nous, on l'avait fait avant tout le monde, d'accord. Donc, j'ai de l'avance là-dessus. Mais si tu le veux vraiment, j'ai d'ailleurs des amis hôteliers qui me disent, est-ce que tu peux m'aider à monter un data lake ? Parce qu'effectivement, moi, c'est tout éparpillé dans mes solutions en SaaS. Et puis, quand je veux relier 2 points, j'arrive pas. Donc, t'as ton ça, back-end. Savoir-faire. Ouais. Et t'as ton back-end qui utilise. Ouais. C'est une société tiers qui t'aide à connecter. Ouais, c'est une société que j'ai montée avec 3 jeunes qui avaient fait. C'est toi qui l'as montée ? Ouais, c'était. Et tu commercialises ça à d'autres hôtels que le tien ? Ouais, Oversight accompagne d'autres hôtels. Oui, accompagne d'autres hôtels, soit sur des missions, par exemple, de construction de data lake, tu vois. Donc, ils ont commencé à comprendre qu'effectivement, l'AI arrivait et que j'avais pas ma data, donc c'est un problème. Voilà, donc nous, c'est quand même un trend encore dans notre secteur. Et puis après, qu'accompagne aussi même, on va dire, en accompagnement à la gestion pour déployer ce modèle horizontal dans les hôtels. Ouais. La boîte s'appelle Oversight et je salue mes associés là-dessus qui font un boulot incroyable. Mais donc, quand on parlait des besoins, voilà, effectivement, tous les techos qui m'écoutent, ils vont être très déçus. J'ai rien de révolutionnaire là-dessus. Moi, je suis pas un innovateur sur la technologie, je suis un innovateur sur le management. Le Oversight, ils ont un front aussi ? Tu vends un front ? Non. Toi, tu as développé ton front pour tes hôtels ? Non, ils développent le front pour moi, le propriétaire. Voilà. Mais dans les hôtels, on ne veut pas aliéner le propriétaire, l'investisseur qui a acheté son hôtel, je ne veux pas l'aliéner à une solution tierce. Donc non. Tu lui vends le data lake, et s'il veut un front, informations, il peut, oui, mais ce sera du reporting, si tu veux, c'est plutôt de la data vise. Okay. Tu vois, c'est pas du front fonctionnel. Et donc, tu parlais, toi, tu as innové sur DAO blockchain. Alors, pas blockchain. Parce que c'est compliqué, parce que c'est pas possible, parce que c'est pas légal. C'est pour ça. Là, c'est un appel que je lance pour le coup, ceux qui m'écoutent et qui sont attachés à ce sujet. Aujourd'hui, je vais revenir un petit peu sur la genèse du projet. Cette vision décentralisée, il nous reste combien de temps ? Est-ce que je te vois regarder un peu là ? Non, il nous reste autant de temps, il nous reste 10 minutes. Okay. Mais... Ça dépend ceux qui nous écoutent, s'ils font un 10 km, s'ils sont bientôt arrivés à destination. Mais D'accord. Allez les gars, encore quelques kilomètres, c'est bon pour vous. Dans cette vision, on a cette vision de décentralisation, là je te l'ai un peu expliqué, on l'a poussé hôtel par hôtel. Dans un de nos derniers club deals, on l'a encore poussé une étape plus loin, d'accord ? On l'a poussé non pas sur des hôtels qui font 3-4 millions de chiffre d'affaires, mais on l'a poussé dans des hôtels qui font 1 million de chiffre d'affaires, 1 million, 1,5 million de chiffre d'affaires. C'est un groupe qui s'appelle Corner, dont vous allez commencer à entendre parler, puisque donc maintenant il y a une dizaine d'hôtels à Paris. Ils viennent de recevoir le prix de l'innovation au International Hospitality Awards. Voilà, donc ils commencent à être identifiés en tant qu'acteur qui fait bouger les lignes. Et c'est l'expression, on va dire, ultime de la décentralisation, puisque dans ce groupe hôtelier, l'organisation du travail, c'est une DAO, organisation décentralisée autonome. La DAO, c'est un mode d'organisation très répandu dans les web du Web3, pour une raison hyper simple, c'est que les mecs sont éclatés dans le monde entier, n'ont pas de juridiction commune, donc ont des jobs souvent très différents, donc n'ont pas besoin de créer des hiérarchies, et ont un problème pour capter la valeur et pour prendre des décisions, d'accord ? Parce que si t'as pas d'entité commune, comment tu prends les décisions ? T'as pas de board, t'as pas de truc. Donc ils ont structuré et créé aujourd'hui ce qu'on appelle les DAO. Ça fait longtemps que ça tourne, que c'est maintenant en place. Et ils avaient besoin du token
d'accord, donc de la blockchain, du jeton pour cristalliser la valeur qu'ils créent en commun. D'accord, puisqu'en plus du chiffre d'affaires qu'ils génèrent et des rétributions qu'ils font, la marque qu'ils ont créée, le produit, leur savoir-faire, ça crée de la valeur. Ça, c'est cristallisé dans le token. Et c'est exactement ce qu'on voulait faire avec Corner. Donc, Corner, c'est une DAO, c'est-à-dire que quand on doit prendre une décision, quand ce groupe hôtelier doit prendre une décision sur la couleur du canard. Sur l'approvisionnement au petit déjeuner. Voilà. Est-ce qu'on va changer l'appro au petit déjeuner, qui est pour le coup commun à tous les hôtels? L'appro au petit déjeuner, c'est-à-dire l'approvisionnement, le choix du café. D'accord. Le choix du café. Est-ce qu'on met tel type de croissant ou pas tel type de croissant? Est-ce qu'on va, changer un process métier? Est-ce qu'on va changer, par exemple, est-ce qu'on va créer un tarif spécifique pour un tel ou tel clientèle? C'est des décisions de tous les jours à prendre. C'est des décisions de tous les jours. Ces décisions sont prises collégialement. Il y a des votes, d'accord. Donc dans la DAO, sont prises collégialement par la communauté. Et la communauté, c'est qui? Ce sont les salariés aujourd'hui. Alors, les salariés votent. Voilà, exactement. En France, on est obligé. On va dire qu'on est obligé. On n'a vraiment pas de manière de pouvoir faire de l'hôtellerie avec que de l'auto-entrepreneuriat. C'est considéré un peu comme à l'image d'Uber, considéré comme un moyen pour pas payer des charges sociales, voilà, et d'enlever des protections aux salariés. C'est un peu dommage, mais c'est la vision de l'État aujourd'hui. Donc nous, ce sont des salariés, d'accord. Mais donc juste que je comprenne, c'est pas les investisseurs qui votent ces décisions. Non, ce sont des décisions opérationnelles, d'accord. Si tu fais le parallèle avec mes autres hôtels, c'est des décisions qui sont prises au niveau de l'hôtel. Donc c'est pas étonnant que ce soit pas les investisseurs, c'est pas des décisions stratégiques, d'accord. C'est le reste des décisions opérationnelles, mais c'est des décisions au day-to-day que moi dans mes hôtels autonomes, indépendants, sont pris par les officeurs. Là, il n'y a pas d'officeurs. D'accord ? Il n'y a pas d'officeurs. Ah oui, là, tu n'as pas tes 3 officeurs par hôtel. Tu n'as pas les 3 officeurs. C'est les salariés qui, collectivement, par rapport à leur vécu, leur expérience... Ils poussent ton modèle encore un rang... Je descends encore plus, je rapproche encore plus les décisions. Là, c'est même plus au niveau du directeur, c'est au niveau du réceptionniste. De la gouvernante, de la réceptionniste, de la sécurité. Ouais, alors en fait, c'est des hôtels tellement petits que tu as en fait une seule personne à l'instant T. Donc quand tu as les 10 hôtels, à l'instant T, tu as une personne par hôtel, d'accord ? Je mets de côté les femmes de chambre qui sont aussi internalisées, mais qui pour le coup n'ont pas la capacité de prendre des décisions sur le petit déjeuner, puisque ça les regarde pas. Donc si on met les décisions là où la personne est... Donc qui amène ces décisions ? Il y a ce qu'on appelle des porteurs de rôle, comme dans la DAO. Dans la DAO, il y a toujours une personne qui va personnifier un rôle pendant une période définie dans le temps. Cette personne va être élue par les autres. D'accord ? Donc moi, réceptionniste, je peux être choisi. Par exemple, il y a un rôle qui est ambianceur. Ambianceur, il doit créer l'ambiance dans la communauté, le fait que les gens se sentent bien, aient envie de communiquer, créer des événements pour créer une communauté plus forte. Mais il y a aussi le boulanger. Le boulanger, il est élu par la communauté et le boulanger, c'est lui qui va amener ses décisions à la communauté en disant là, j'ai identifié sur les avis clients que tel produit ne plaît pas. Donc pendant un mois, c'est le boulanger, un mois, c'est l'ambianceur. Non, pas un mois, on est sur des timings. Là aussi, on évolue, on tâtonne. Il faut savoir que là, c'est très innovant. On est la première DAO dans le monde physique. D'accord ? Dans le monde physique. Et le monde physique apporte un certain nombre de contraintes. Je t'ai parlé des contraintes légales. D'accord. Il y a aussi effectivement les contraintes de comment tu captes tous les signaux qui ne sont pas des signaux digitaux. La DAO y arrive très bien. Les DAO dans le Web 3, 100% est digital. Donc tout est capté, tout est identifié, tout est KPIisé si tu veux. Et donc la fluidité de la communication et de la transparence de l'information est totale. Dans le monde physique, c'est pas le cas encore. Donc nous, c'est là où Corner a eu le prix de l'innovation pour un outil qui s'appelle le KMS, donc là pour le coup qui a un front, et qui est l'outil que chacun des membres de la communauté va utiliser pour faire ses votes, pour savoir ce qui s'est passé. Donc je rentre dans un hôtel Corner aujourd'hui, quasiment tout, c'est des décisions communes votées par les membres, par les collaborateurs. Ouais. Je simplifie un peu. Tu simplifies un peu, mais c'est une vision très forte. C'est une vision qu'on porte depuis 1 an et demi, donc évidemment elle n'est pas encore aboutie. Évidemment, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Pour qui ? Pour les collaborateurs et l'expérience client ? Et pour les deux. Pour les deux, évidemment, nous on le fait pour l'expérience client parce que rien de pire qu'un réceptionniste qui en a rien à foutre de son job. Je dis pas que c'est le cas, je dis pas que c'est la majorité des réceptionnistes, évidemment. Mais si mon job c'est juste de faire des check-in, check-out
Non, tu mets le management. De prendre un TPE et que je n'ai pas la vision du business, je ne sais pas ce que va devenir ce client. Je ne vais même pas faire son check-out. Souvent, le mec qui te fait le check-in, c'est pas celui qui fait le check-out. Donc, j'ai même pas la vision du client. Comment tu veux que le mec s'intéresse à son job? Donc, nous, ça nous plaît pas. Dans les petits hôtels, on veut avoir des gens qui sont impliqués, qui sont attachés à la marque. Donc, ça fonctionne dans les petits hôtels. Est-ce que ça peut fonctionner? Genre, est-ce que dans tes hôtels, demain, tu pourrais réfléchir à faire un move DAO? Non, je pense que dans un hôtel qui a une taille suffisante pour pouvoir se staffer de manière indépendante, d'accord. Je pense que je resterai sur un modèle indépendant. Mais sur beaucoup des petits business, tu vois, le retail, c'est assez adapté pour une DAO. Ou même le food. Je parlais à quelques entrepreneurs du food. Quand tu développes une marque, tu as une chante de malade. Les mecs ont des jobs pas passionnants. Ils voient pas ce qui se passe au-dessus. Ils voient même pas ce qui va en dessous. Ils voient que leurs petits trucs. Ils font là, c'est des jobs alimentaires, tu vois, c'est le cas de dire. Non, on peut leur donner une vision de ce que c'est que notre métier. On peut les motiver. On va les garder plus longtemps. On va les faire venir plus facilement. Et donc ça, c'est une vraie vision, ouais. Et juste parce que tu es un serial entrepreneur, tu nous as parlé de plusieurs business, là tu en gères plusieurs, en fait, les hôtels, Oversight, etc. Ça, cette composante DAO, c'est un business en elle-même ou... Non, c'est pas un business en elle-même aujourd'hui. Je dis pas que ce sera pas le cas. J'ai beaucoup de discussions avec beaucoup de gens qui s'intéressent à ce modèle-là parce qu'ils ont les problématiques qui sont les miennes, c'est-à-dire garder des jobs intéressants parce que c'est des jobs humains, donc de relations. Donc je te parle du food, je te parle du retail, tu vois. Beaucoup de vendeuses dans des boutiques de fringues adorent les produits, ils sont passionnés par leur job. Sûr. Mais le job en elle-même, payé, il y a toute une composante qu'elle a. Et surtout, elles ne sont pas sollicitées, en fait. Donc, et en plus, elles sont pas sollicitées. Il y a beaucoup de choses qu'elles pourraient apporter qu'elles n'apportent pas. Il y a un manager dans le magasin qui va leur dire, tiens... Et non, le manager, souvent, il est sur 15 magasins, donc il tourne, elle le croise 5 minutes, donc elle n'a même pas de N+1. Déjà, naturellement, de fait. Tu vois. Et donc là, c'est un problème. Comment même tes valeurs d'entreprise, tu arrives à les diffuser? En fait, la plupart des boîtes essaient même plus. Ils disent non, c'est une personne qui vient, elle va juste faire truc, et puis je vais pas essayer de créer de la valeur sur ce qu'apporte cette personne, quoi. Donc, pour moi, c'est un thème extrêmement actuel qui va continuer à se poser parce que à l'heure de l'intelligence artificielle, où on commence à se poser la question de quelle va être la place de l'homme, d'accord, dans le monde du travail, parce qu'avant, c'est l'école blanche qu'on va remplacer aussi. Qu'est-ce qui va redevenir, tu parlais de sens, j'aime pas trop ce mot-là, mais le moteur de mon engagement dans le travail, voilà. Si nous, chefs d'entreprise, on ne vient pas apporter une réponse, essayer d'apporter des réponses. Je ne dis pas que mes réponses sont forcément sont parfaites. Hein. Évidemment qu'il y a des challenges, évidemment que la DAO, c'est compliqué, évidemment que ça a demandé un effort additionnel pour les investisseurs qui nous ont accompagnés. Mais il faut qu'on adresse ça, parce que on peut digitaliser tout ce qu'on veut, on est dans un monde physique, avec des interactions physiques. Cette approche, tu as réfléchi à la documenter par écrit à partager son... je suis pas très théoricien, je suis pas très bouquin. Ouais, j'allais dire, tu pourrais écrire un livre. Je vois plein de bouquins de start-up là autour de moi, ils me font peur, je les ai jamais ouverts. Non, je suis pas... Non, j'ai une tradition orale. Ça, c'est mon côté italien. Ouais. Et t'es déjà passé sur un podcast? Non, c'était ma première. C'est ton premier podcast. Ouais. Avant qu'on termine le podcast, je sais que toi, t'es un passionné de voile. Ouais. Nous, on a quelques souscripteurs qui sont aussi passionnés de voile, qui ont leur voilier. Enfin, ensuite, je connais pas toutes les définitions des types de voiliers, qui font des concours, des compétitions. Des régates, on dit. Des régates. Je pense à Hugues Brunel, qui est un de nos premiers investisseurs, qui a son bateau et qui est mordu de bateau. Enfin, on en a d'autres. Toi, est-ce que la voile t'a permis de faire certains parallèles avec ton métier Ouais, la voile, c'est un sport d'équipe. Les gens ne pensent pas, parce que les gens pensent voile, ils pensent Vendée Globe. Ouais, c'est ça. Et Vendée Globe, les mecs sont en solo. Donc, c'est pas un très bon exemple. Mais la voile est principalement un sport d'équipe, parce qu'on n'est pas tous des Charlie Dalin. Et donc, c'est un métier dans lequel... c'est un métier, c'est un plaisir. C'est un métier pour certains. C'est un métier pour certains, dans lequel le travail en équipe... Il n'y a pas une manœuvre qui ne tourne pas. S'il y a un qui fait une erreur dans la manœuvre et 7-8 personnes sont impliquées dans les manœuvres sur les bateaux sur lesquels je navigue,
c'est terminé, ça marche plus. Parce qu'une erreur, c'est quoi sur un bateau, sur un voilier? Bon, une erreur, je sais pas, c'est un mousqueton mal clipsé, mousqueton mal clipsé, la voile qui... Voilà, la voile qui part. Et là, tu perds... Oui, c'est un passage de bout sous la filière. Je te donne les dernières erreurs qu'on a pu faire. Et tu perds 15 minutes et le premier, t'as doublé. Tu perds tout, tu déchires le matos, tu pars au tas, t'as tout le monde qui passe, tu te retrouves derrière le paquet. Non, c'est un sport ingrat et dur. Et donc, cette confiance en l'autre, cet esprit d'équipe. Bien sûr, on la retrouve. Tu vois, dans les trucs qu'on fait beaucoup chez nous et qui sont aussi inspirés du lean, mais qu'on fait énormément dans la voile, c'est pré-briefing, post-briefing. Ça, il y a pas un bon équipage qui fait pas avant, journalier. Après. Oui, chaque régate. Non, et journalier, je pensais même dans ton métier. Ah ouais, nous, dans notre métier, oui. Tes officers, tu leur dis, voici, le matin, il faut dire ça, le soir... Ouais, alors, on n'a pas réunionite, mais oui, nous, il y a énormément de feedback et d'écoute. Énormément de feedback et d'écoute. Et dans la voile, tu as besoin. Le matin, j'imagine, le matin, c'est voici le plan, voici le vent. Ah ouais, mais après, c'est assez répétitif aussi les manœuvres. Donc, si tu veux, ça ne passe que par de la coordination l'humain et donc du partage d'informations. Oui, mais moi, mec, sur mon poste, voilà ce que je vois. Si moi je vois ça, je vois pas le truc que tu penses que je vois. Ah oui, mais comme j'étais pas à ta place, je savais pas que tu voyais pas ça. Ça, on l'a dans notre job au day-to-day. Et donc, c'est cette capacité à se mettre à la place de l'autre, à l'écouter, à traiter les informations, à prendre des décisions. Donc, évidemment que la voile... même si c'est pas tous les jours, je pense pas à la voile dans mon job, c'est des sports et c'est des passions qui nourrissent les réflexions autour du management. Ouais. Dernière question sur un voilier. Donc moi, je pense toujours au capitaine qui crie sur tout le monde et qui dit tu vas là, tu fais ça, tu fais ça. C'est pas tout à fait ça en fait. C'est que chaque personne. Il y a encore beaucoup de capitaines qui aiment crier, mais ça aussi, je pense, c'est en train de changer. Il y a une indépendance au niveau... Enfin, indépendance, évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a une autonomie très forte, ouais. Le capitaine, il peut crier tout ce qu'il veut, il ne va pas se déplacer à l'avant du bateau pour aider le numéro 1, qui est la personne qui gère l'envoi de SPI, par exemple. Il ne va pas se déplacer pour le faire. Typiquement, il a cette incapacité de le faire. Mais comme un chef d'entreprise va avoir l'incapacité d'avoir... tu vois, nous, quand on fait de la résolution de problèmes, c'est-à-dire on a eu un problème dans notre business, quelle qu'elle soit, on va se poser, on va essayer de comprendre quelles sont les causes racines. Souvent, les causes racines, elles sont trop loin du manager, d'accord ? Et parce que l'organisation est faite de telle sorte. Donc, toi, tu dois trouver des moyens en place pour que cette personne qui fait l'action, d'avoir les moyens de contrôle, les moyens d'action, donc cette autonomie pour pouvoir y répondre. Parce que tu peux pas te déplacer à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est la décentralisation. C'est une bonne analogie, ça. De se dire, tiens, tu penses voir le problème, mais en fait, comme un capitaine de voilier... Tu pourras pas y aller. Ouais. Tu pourras pas y aller. Mais même si tu le vois, et encore, tu le vois pas souvent sur les voiliers. Ouais, tu peux le voir. Ah bah si, c'est très frustrant. Tu peux le voir. Ah ouais, quand t'es à la tactique, t'es à l'arrière, tu regardes, tu te dis, mais non, ça va, non. Mais c'est en un instant, hein, les manœuvres, c'est quelques dizaines de secondes, donc quelques petites minutes. Quoi. Stanislas, écoute, ça fait 51 minutes, tu vois, qu'on échange. Franchement, fascinant ta vision. Ça fait longtemps que moi, j'avais pas entendu un peu cette approche et les convictions que tu portes. Donc, un grand merci d'être venu. Merci à toi. Comme je disais, j'adore partager ça se voit, mes passions. Ça se voit. Donc, c'était un plaisir. Et en espérant te retrouver bientôt sur nos prochains événements OVNI. Merci beaucoup. Allez. À très bientôt, Ibrahim. À très bientôt.